Et voici la vidéo règle de Five Tribes, un jeu de placement tactique pour 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans. C'est un jeu de Bruno Cathala, édité par Days of Wonder. Au niveau du matériel, on commence par un ensemble de tuiles avec lesquelles vous constituerez un plateau de 6 tuiles sur 5 disposées aléatoirement. Puis vous avez 2 paquets de cartes, un paquet de petites cartes qui sont des cartes ressources, un paquet de grandes cartes qui sont des cartes djinn. Vous allez bien mélanger chacun de ces paquets indépendamment. Puis vous tirez 9 cartes ressources au hasard que vous allez placer face visible à côté du plateau de jeu, ainsi que 3 cartes djinn aussi face visible à côté du paquet de djinn. Puis vous trouverez un ensemble de pions en bois palmier comme ceci, ainsi que palets. Vous allez les placer à côté du plateau de jeu. Et des pions chameaux dans 4 couleurs différentes qui correspondent à la couleur des joueurs. Donc chaque joueur va choisir la couleur de chameau de son choix. Attention, dans le rose et dans le bleu, il y a 3 chameaux en plus que vous allez pouvoir remettre dans la boîte si vous jouez normalement de 3 à 4 joueurs. Ces chameaux supplémentaires ne seront utilisés que si vous jouez à 2 joueurs. Nous reviendrons en fin de vidéo règle sur la variante à 2 joueurs. Vous avez ensuite 2 mini-pistes comme ceci qui serviront à déterminer les ordres de tour et les enchères pour l'ordre de tour. Chaque joueur a aussi un pion comme ceci à sa couleur, en sachant qu'ils sont doublés. Pareil, si on joue à 2 joueurs, on va donc pouvoir retirer ces jetons pour une partie à 3 ou à 4, et ensuite on va disposer ces pions au hasard, en fait, sur ces 4 cases. Vous avez ensuite un ensemble de pièces de monnaie de valeur 5 comme ceci et de valeur 1. En début de partie, chacun va recevoir 9 pièces de 5 ainsi que 5 pièces de 1. Ce qui fera donc un total de 50 de départ pour chaque joueur. Les autres pièces sont laissées à côté du plateau de jeu. Puis vous allez trouver 90 meeples en bois comme ceci, en 5 couleurs différentes qui vont correspondre aux différentes tribus qui vont jouer dans le jeu. On va donc prendre ces 90 meeples et les placer à l'intérieur du sac qui est fourni. Avant d'effectuer un tirage aléatoire, effectivement, vous allez piocher 3 meeples par 3 meeples au hasard dans le sac et les placer debout, en fait, sur chacune des tuiles du jeu. Pour terminer, vous trouverez aussi 4 aides de jeu, donc chacun peut en recevoir une, qui précise en fait les différentes actions que l'on peut faire lors de son tour, et qui de l'autre côté présente aussi tous les pouvoirs des différents djinns qui existent dans le jeu. Ceci étant fait, le sac vide est placé à côté du jeu et chacun va pouvoir retourner face cachée ses pièces, car effectivement on n'est pas censé savoir pendant le jeu combien il reste à chacun des autres joueurs. Enfin, il doit vous rester un bloc-notes qui servira à comptabiliser les points en fin de partie. Vous allez le laisser non loin aussi pour se rappeler qu'en cours de partie, il y a différentes manières de gagner des points de victoire. Nous sommes ensuite prêts à débuter. Quel est donc le but du jeu? Eh bien, dans Five Tribes, nous sommes à Nakala, un sultanat duquel nous allons tenter de devenir le nouveau sultan en tentant d'influencer les 5 tribus différentes qui vivent dans ce royaume. Nous avons les vizirs en jaune, nous avons les sages en blanc, nous avons les bâtisseurs en bleu, les marchands en vert et enfin les assassins en rouge. Grâce à certains d'entre eux, nous pourrons donc influencer petit à petit le jeu, augmenter notre influence et peut-être faire appel aussi à des djinns fabuleux qui pourront nous aider dans notre développement. Alors, le jeu va se dérouler en différents tours de jeu. Lors de chaque tour de jeu, il y aura 3 phases à effectuer. Premièrement, une phase d'ordre de tour pour déterminer dans quel ordre en fait les joueurs vont jouer lors de la phase 2, qui est la phase d'action des joueurs où chacun à son tour va pouvoir bouger des meeples sur le plateau et faire des actions spéciales. Enfin, on fera, troisièmement, une phase de nettoyage où on complétera en fait les cartes qui ont éventuellement été récupérées pendant le tour. Alors, premièrement, la phase d'enchère qui va se dérouler sur ces 2 petits plateaux qu'on a installés à côté du plateau de jeu. Nous avons mis en début de partie les pions des joueurs sur les cases allant de 1 à 4 si on joue à 4 ou de 1 à 3 si on joue à 3.
dans un ordre aléatoire, et bien celui qui se retrouve sur la place numéro 1 sera le premier à faire une enchère pour l'ordre du tour qui va avoir lieu juste après lors de la phase d'action. Alors celui-ci va tout simplement récupérer son pion et il va le placer sur la case de son choix du deuxième plateau et payer immédiatement ce qui est marqué sur la case qu'il décide d'occuper. En sachant que plus on placera son pion vers la droite, et plus on a des chances d'être premier joueur. Évidemment, si je le mets sur la dernière case ici, je paie immédiatement 18 à la banque, mais je serai certain d'être premier joueur. Alors évidemment, c'est en fonction des actions qu'on désire faire qu'on choisit sa place. Donc par exemple, ce joueur aurait bien envie d'être à peu près dans les premiers, mais ne pas payer trop cher non plus, il décide de se placer là, et il va immédiatement payer 3 pièces à la banque. Donc il prend 3 pièces dans sa réserve, et il va immédiatement les placer à la banque. Ensuite on passe au deuxième joueur qui lui aussi choisit sa place, imaginons qu'il décide de ne pas payer, il se place sur la case 0. Ensuite, ça passe au tour du joueur rose qui, par exemple, pourrait décider de dire « Bon, ben moi j'ai vraiment envie d'être premier, donc je me place ici et je règle immédiatement 5 à la banque. » Et enfin, le dernier joueur qui pourrait dire « Oh ben moi j'ai pas envie de payer non plus, je décide de me placer sur la case 0. » Alors attention, sur les cases 0, si je décide de m'y placer, je me placerai toujours en bas. Et à ce moment-là, en suivant les petites flèches bleues, eh bien, je vais pousser les joueurs qui éventuellement s'y trouvent déjà vers le haut. Ce qui veut dire qu'ensuite, sur l'ordre de tour, eh bien, les joueurs joueront comme ceci. Et donc, que le premier à s'être placé sur la piste 0, eh bien, risque de jouer en dernier. Alors, petite précision, si les 3 cases 0 sont déjà occupées par les 3 premiers joueurs, eh bien le dernier n'a pas le choix, il ne peut pas se placer sur la case 0 car il n'y a que 3 emplacements de libre, il sera donc obligé de se mettre au minimum sur 1 et de payer 1 à la banque. Ceci étant fait, on passe à la phase 2, qui est la phase d'action des joueurs. Et bien tout simplement, dans l'ordre dans lequel on a déterminé l'ordre de tour, chaque joueur va avoir éventuellement 6 actions différentes à réaliser lors de son tour, avant que l'on passe au deuxième joueur, et ainsi de suite, jusqu'à ce que tout le monde ait fait ses actions. Donc là, par exemple, c'est notre joueur rose. Et bien, premièrement, il va faire un déplacement de pion d'enchère. Tout simplement, il va prendre son pion et le placer ici, sur la première position, pour montrer qu'il est en train de jouer. Ensuite, il va pouvoir bouger des meeples, c'est-à-dire prendre un endroit sur le jeu, sur une case en fait, tous les meeples qui s'y trouvent, et ensuite les déplacer de case en case en posant obligatoirement un meeple à chaque déplacement. Attention pour les déplacements, il est interdit de faire des déplacements en diagonale. Et enfin, sur le dernier endroit où il va poser un meeple, il est obligé d'avoir un autre meeple déjà placé sur cette tuile correspondant à la couleur du dernier meeple qu'il sème. Alors, par exemple, pour notre joueur rose, celui-ci pourrait décider de prendre les 3 meeples qui se trouvent ici, et ensuite de les semer un par un, donc là de placer un bleu. Alors on vous conseille de les placer à plat, en cas d'erreur, comme ça ce sera facile de revenir en arrière si vous vous trompez. Le deuxième, il le place ici, et le troisième, il le place là. Il a parfaitement le droit de poser ce meeple jaune ici, car il y a au moins un meeple jaune sur la case où il arrive. Pour les autres, on peut semer n'importe quel meeple, il n'y a pas de problème. Par contre, pour le dernier endroit, il faut obligatoirement qu'il y en ait de la même couleur. Là, donc, il vient de terminer avec un jaune sur un endroit où il y a des meeples jaunes, et bien, il va tout simplement récupérer tous les meeples de la couleur concernée, donc là, c'est-à-dire 3 meeples jaunes qu'il va pouvoir placer devant lui. Ensuite, la phase 2 de ce joueur est le contrôle de tuiles. On va regarder la dernière tuile où il vient de récupérer des meeples. S'il arrive à la vider complètement des meeples qui s'y trouvaient, eh bien il aura le droit de prendre le contrôle de cette tuile en plaçant un chameau sur cette case. Mais par contre là, ce n'est pas le cas, et donc il n'y a pas de contrôle de tuiles. On passe donc à l'action suivante, qui est l'action des tribus. Effectivement, chaque couleur de meeple a une fonction particulière qui permet éventuellement de déclencher un effet spécial immédiat.
Là, il a pris des jaunes. Les jaunes sont les vizirs, et les vizirs n'ont pas d'action spéciale. On ne fait que les récupérer en cours de partie, en sachant qu'à la fin, chacun d'entre eux, chacun des vizirs que l'on aura, nous rapportera un point de victoire pour terminer le jeu. Alors, le contrôle des vizirs peut être intéressant et ça peut être une stratégie car il faut essayer d'en avoir le plus possible. Effectivement, en fin de partie, nous marquerons, comme indiqué sur la feuille, un point par vizir que l'on a, mais on recevra aussi 10 points de victoire supplémentaires par joueur autour de la table qui a moins de vizirs que nous. Donc voilà l'intérêt d'être celui qui a le plus de vizirs pour marquer un maximum de points. Après l'action éventuelle des tribus, le joueur passe à sa phase d'action de tuiles. Effectivement, la dernière tuile sur laquelle il a récupéré des meeples, eh bien, il y a un cartouche qui est dessiné en bas à gauche et qui correspond à une action spéciale qui peut se déclencher pour le joueur en question. Alors, il y a différents symboles sur le jeu qui permettent différentes actions. On y reviendra un peu plus tard, mais ici, par exemple, c'est une action qui permet d'invoquer des djinns en payant des sages blancs. Malheureusement, il a récupéré du jaune. Il ne peut donc pas réaliser cette action pour l'instant. Ceci étant fait, il passe à sa phase de vente de marchandises s'il a des cartes de marchandises devant lui. Mais là, en début de partie, il n'en a pas, donc il peut sauter aussi cette phase. Son tour est donc terminé, on passe au tour du joueur suivant. Dans notre exemple, le deuxième joueur est le joueur noir, celui-ci donc récupère son pion et le place en deuxième position. Ensuite, il déplace les meeples de son choix. Il décide donc par exemple de récupérer les meeples qui se trouvent là, par exemple, et puis il va faire 1, 2 et 3, et déposer son dernier meeple à cet endroit-là. Alors évidemment, je vous dis, le mieux c'est quand même de les poser couchés, si jamais on se trompe, et dès qu'on a fini son action définitive, hop, on peut redresser tous les meeples. D'ailleurs, j'avais oublié de remonter ceux qui ont été placés par le joueur précédent. Il termine donc son déplacement ici, il n'y a que des meeples blancs, il récupère donc tous les meeples blancs qui se trouvent ici pour les placer devant lui. Comme il vient de vider la tuile de tous ses occupants et que c'est la dernière où il a récupéré des meeples, eh bien hop, immédiatement il peut placer un petit chameau noir sur cet emplacement pour indiquer qu'il contrôle désormais cette tuile. Alors le contrôle ne fait rien en cours de jeu, on n'aura pas besoin, les autres pourront continuer à passer sur cette tuile en déposant des meeples, on pourra continuer à terminer son déplacement dessus. Par contre, si on la vide à nouveau, il ne se passera rien, le contrôle est définitif. Donc cette tuile appartiendra au joueur noir en fin de partie et lui rapportera les points de victoire indiqués dessus, c'est-à-dire ici 8. Alors, notre joueur a récupéré 4 meeples blancs. Les blancs sont les sages, et les sages vont permettre d'invoquer des djinns grâce aux tuiles qui se trouvent comme ceci en réalisant l'action correspondant à la tuile. Mais là, ce n'est pas le cas, il n'a pas terminé son déplacement sur une tuile comme ça, donc pour le moment, il ne peut rien faire de ces meeples blancs. On passe donc à l'action de la tuile, il a terminé ici, on regarde ici le petit symbole, ceci est un symbole de placement de palmier. Eh bien cette action est obligatoire, il va tout simplement récupérer un palmier dans la réserve que l'on a placée à côté du plateau de jeu et l'ajouter à l'oasis. Alors, à quoi vont servir ces palmiers? Eh bien, ils vont nous rajouter des points de victoire en fin de partie. Ça se trouve ici, chaque palmier nous rapportera 3 points supplémentaires en fin de partie s'il est placé sur une tuile que l'on contrôle. Et là, c'est le cas, puisqu'il vient de prendre cette oasis. Eh bien, il aura donc 3 points supplémentaires grâce au palmier. On passe donc au joueur suivant, le joueur bleu, qui hop se place ici et ensuite décide de bouger les meeples qui se trouvent ici. Il sème un bleu à cet endroit-là, il sème un jaune à cet endroit-là, il termine son déplacement sur une tuile avec un meeple blanc, il pose un meeple blanc, c'est donc bon.
Il peut redresser donc les meeples qu'il a placés, puisqu'il décide de vraiment faire ceci. Il récupère les deux sages, et il les place évidemment devant lui. Ensuite, il peut éventuellement utiliser les actions de la tribu, donc là ce sont les sages, et cette fois-ci il va pouvoir s'en servir car il a terminé son déplacement sur une tuile permettant d'invoquer des djinns. Alors, avant tout, il y a éventuellement le contrôle de la tuile, mais là, ce n'est pas le cas car il reste encore 2 meeples sur la tuile, il ne place donc pas de chameau, et ensuite, il décide d'utiliser l'invocation de djinn. Alors, c'est toujours pareil, ça coûte toujours un meeple blanc, plus un meeple blanc ou une carte spéciale esclave. Pour l'instant, personne n'a de carte, il ne peut donc pas utiliser une carte esclave, et il décide donc d'utiliser 2 meeples blancs qu'il va tout simplement remettre dans le sac fourni du jeu. Ils seront éliminés pratiquement définitivement, ces meeples, et ensuite il va immédiatement invoquer un djinn. Alors, les djinns sont les 3 cartes djinns que l'on a placées face visible en début de partie. Eh bien, il va tout simplement choisir le djinn de son choix, la carte de son choix, et la placer devant lui. Elle sera ensuite active pendant tout le reste de la partie. Alors, chaque djinn rapporte déjà les points de victoire qui sont marqués dessus en fin de partie, c'est déjà bien. Et en plus de ça, ils ont tous une capacité spéciale. Et cette capacité spéciale pourra ensuite être utilisée par le joueur pendant toute la durée de la partie, et même immédiatement après avoir récupéré un djinn s'il le souhaite. Mais on ne peut utiliser les pouvoirs des djinns qu'à son tour de jeu, en général. Notre joueur bleu décide donc de prendre Boaz et de le placer donc face visible devant lui. Mais attention, ne complète pas pour le moment le djinn qu'il vient de récupérer. Il annonce que son tour est terminé. On passe donc au joueur suivant. Le joueur orange récupère ce pion, le place sur la piste. Ensuite, il décide de faire un déplacement, par exemple, avec ces pions-là. 1, 2, 3... et 4, il termine ici, et il récupère donc tous les meeples verts, qu'il va pouvoir pour le moment placer devant lui. Alors, les pions verts appartiennent à la tribu des marchands, et ils vont donc permettre de recevoir en fait des cartes marchandises qui sont placées ici. Là, il vient de prendre 3 meeples verts, et bien c'est très simple, il va tout simplement récupérer les 3 premières cartes de la ligne de marchandises. Il va donc pouvoir les prendre et les récupérer face cachée pour les mettre devant lui. On n'est pas obligé de révéler ensuite en cours de partie ce qui nous reste. Et les meeples verts sont eux immédiatement replacés dans le sac noir. On ne les conserve pas devant soi comme les sages ou les vizirs. Ensuite, on regarde l'action de la tuile. Alors cette action-là permet de récupérer encore des cartes de marchandises qui sont dessinées comme ceci en vert. En payant 3 à la banque, eh bien, il aura le droit de prendre une carte parmi les 3 premières de la ligne. Il existe aussi d'autres tuiles comme celle-ci qui seront payées 6 pour pouvoir récupérer 2 marchandises parmi les 6 premières de la ligne. Donc là, il vient de terminer son déplacement ici. Il peut faire cette action s'il le souhaite. Comme c'est une action payante, il n'est pas obligé de la réaliser. Imaginons qu'il ait envie de la réaliser quand même, eh bien il va donc payer tout simplement 3 à la banque. Et il choisit parmi les cartes restantes, puisque là il a déjà récupéré en fait, et bien parmi les 3 premières cartes, la carte de son choix. Alors, comme il a déjà récupéré cette tuile-là, eh bien il pourrait par exemple décider de récupérer celle-ci. Alors celles-ci sont des cartes marchandises avec un fond vert, alors que celles-ci sont des cartes esclaves. Les cartes marchandises sont plus ou moins rares, et c'est dessiné en bas comme ceci, le nombre qu'il en existe dans le jeu. Donc là par exemple, il y a 2 ivoires dans le jeu, il décide donc de récupérer l'ivoire qui lui paraît intéressant. À quoi vont servir ces cartes de marchandises? Eh bien tout simplement, évidemment, à gagner des points de victoire supplémentaires. Sur les aides de jeu, il y a marqué en fait ce que va rapporter la vente de marchandises qui peut être effectuée pendant son tour de jeu à la fin de son tour ou qui sera effectuée automatiquement en fin de partie pour gagner des sous supplémentaires, et chaque sou correspond à un point de victoire dans le jeu. Donc c'est-à-dire que les 50 qu'on a reçus en début de partie, eh bien ça veut dire qu'on a déjà 50 points de victoire.
Et donc les marchandises vont nous rapporter des points en plus en fonction du nombre de marchandises différentes que l'on aura. Si vous arrivez à avoir par exemple 6 marchandises différentes en cours de jeu, et bien en fin de partie ça vous sera payé 30. Vous pouvez aussi le faire en cours de partie. Notre joueur orange pourrait d'ailleurs décider maintenant de rendre ces cartes qu'on placerait dans une défausse pour pouvoir recevoir de l'argent de la banque, mais comme il a déjà suffisamment d'argent, il préfère les garder pour plus tard. Et le tour est donc terminé puisque tout le monde a joué. Une fois que tout le monde a joué, on passe à la phase de remplissage en fait des cartes qui ont été récupérées. Alors toutes les cartes de marchandises vont être décalées vers la gauche et ensuite on va compléter la série en fait avec des cartes tirées de façon à remettre 9 cartes marchandises face visible pour le tour suivant. Pareil avec les jeans, on les décale s'il y en a qui ont été récupérés et on rajoute un jean supplémentaire pour la manche suivante. On entame donc le tour suivant avec le joueur rose qui choisit l'emplacement où il se place et qui paye à la banque ce qu'il doit, le deuxième joueur qui décide par exemple de se mettre sur la case 0, lui qui décide de se mettre sur la case 5 et de payer 5 à la banque, et enfin le dernier qui pourrait décider de se mettre sur la case 0 car comme ça il sait qu'il joue en avant-dernier. Ceci étant fait, c'est au tour du joueur bleu de commencer le tour. Alors parlons maintenant des meeples bleus qui sont les meeples bâtisseurs. Si un joueur fait un déplacement et termine sur une case où il y a des meeples bleus, il récupère donc tous les meeples bleus avec celui qu'il a posé. Et il va immédiatement, enfin après avoir fait le contrôle éventuel de la tuile bien sûr, faire l'action des bâtisseurs qui seront remis dans le sac une fois ceci effectué. Alors les bâtisseurs c'est assez simple, on va tout simplement compter en fait le nombre de tuiles bleues qui se trouvent sur la case où je viens de terminer le déplacement. Donc là c'était ici. Donc, et on les compte même en diagonale, donc là ça veut dire 1, 2, 3 et 4. Il y a donc 4 tuiles bleues que l'on va tout simplement multiplier par le nombre de meeples bleus que l'on vient de récupérer. Donc 4 fois 2, eh bien ça fera 8 points de victoire pour ce joueur. Alors attention, les bâtisseurs que l'on récupère, eh bien on peut leur ajouter, si on le souhaite, des cartes esclaves si on en a récupéré précédemment. Chaque carte esclave sera considérée comme étant un meeple bleu supplémentaire pour ceux qu'on récupère. Donc là, c'est-à-dire que si par exemple j'utilise une carte esclave, eh bien je ferai la multiplication. 3 x 4, 12 points de victoire. Donc ça peut être intéressant et on peut même jouer plusieurs esclaves d'un seul coup, en fait, en les multipliant avec au moins un meeple bleu, enfin 2 meeples bleus que l'on récupère évidemment. Donc là, ce n'est pas le cas, le joueur, imaginons qu'il n'ait pas de carte esclave, eh bien il va tout simplement récupérer immédiatement à la banque le nombre de points de victoire correspondant, c'est-à-dire 8 points. On lui donne et il peut les mettre face cachée parmi sa réserve de pièces. Les bâtisseurs sont évidemment ensuite remis dans le sac de jeu. Ensuite, parlons de la dernière tribu, la tribu rouge, la tribu des assassins. Effectivement, ceux-ci vont nous permettre d'éliminer d'autres meeples qui se trouvent sur le jeu. Imaginons que ce soit un joueur de jouet qu'il décide de prendre ces meeples, de les semer un par un pour terminer ici. Il a donc récupéré 3 assassins pour ce tour qui vont pouvoir aller assassiner un meeple qui se trouve à une distance d'au maximum le nombre d'assassins récupérés, c'est-à-dire ici 3. Donc par exemple, 1, 2, 3, eh bien je pourrais décider d'éliminer ce meeple et de le remettre dans le sac avec les assassins qui se sont chargés de la besogne. Il est aussi possible d'effectuer cet assassinat moins loin que la distance. Je peux décider par exemple de tuer immédiatement en fait ce pion là, et comme je viderai la tuile, eh bien j'aurai le droit d'en prendre le contrôle. Mais attention, c'est aussi le cas à distance, c'est-à-dire qu'en réussissant à tuer ce personnage avec les assassins, eh bien j'aurai le droit de prendre le contrôle de la tuile puisque je l'ai vidé en fait de ces personnages.
Alors attention, les assassins peuvent aussi utiliser les esclaves comme les bâtisseurs, c'est-à-dire que lorsqu'un joueur termine son déplacement et récupère des assassins, il peut augmenter la distance d'attaque de ces assassins en payant des cartes esclaves. Donc là par exemple, 2 plus 1, eh bien, ça permettra de toucher un meeple jusqu'à une distance de 3 et donc d'effectuer un assassinat qui m'aurait été impossible de faire autrement. Alors attention, cet assassinat peut éventuellement permettre aux joueurs qui jouent les assassins eh bien, de récupérer 2 tuiles lors du même tour. Si je reprends mon exemple comme ceci, tac, 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 ici je termine avec 3 assassins, je vide la tuile puisque je vais les remettre dans le sac. Je prends donc le contrôle de cette tuile, et en plus en effectuant l'assassinat du jaune qui se trouve ici, eh bien je prends le contrôle d'une 2e tuile dans le même tour. Ensuite, je remets évidemment tous les assassins dans le sac. Alors, parlons un peu maintenant de la précision sur le déplacement des meeples. Effectivement, il est interdit de faire des allers-retours. Donc en fait, un joueur par exemple qui déciderait de prendre tous ces personnages-là n'aurait pas le droit de faire un ici et ensuite de revenir immédiatement en arrière. On ne peut jamais revenir en arrière, on est obligé de continuer son déplacement. Par contre, il est permis de faire des boucles, donc un joueur peut tout à fait décider de faire ceci, puis ensuite d'en poser un là, d'en poser un là, d'en reposer un là. Là, il repasse par la case d'où il est parti, mais par contre, il a bien fait une boucle et il n'a pas fait d'aller-retour. Et il peut même repasser sur cette case-là, comme il a fait un tour complet. Ici, il vide évidemment cette tuile et il en prend immédiatement le contrôle. Par contre, en revanche, si lors du déplacement, en fait, imaginons que j'ai fini en fait en réalisant ceci. Hop, les 2 derniers que j'ai placés, je place un blanc là, et ensuite je place un blanc, un vert ici, je prends les verts et je prends le contrôle de la tuile, mais évidemment je ne prends pas les autres endroits où il se trouverait que des meeples de la même couleur. C'est uniquement dans la tuile d'arrivée que je prends éventuellement le contrôle, que je fais le pouvoir avec les meeples, et qu'ensuite je réalise l'action spéciale. Dernière action spéciale dont nous n'avons pas parlé, elle fonctionne exactement pareil que les palmiers, c'est-à-dire que lorsqu'un joueur va terminer son déplacement ici et récupérer des meeples, et bien ensuite il placera obligatoirement une figurine de palais sur cet endroit-là. Alors, comme pour les palmiers, eh bien, si on retombe à nouveau sur cette tuile, eh bien, on rajoutera un 2e palais. Il n'y a pas de limite au nombre de palais ou au nombre de palmiers qu'on ajoute sur une tuile comme celle-ci. Alors, parlons un petit peu des djinns. Ceux-ci ont tous des capacités spéciales. Alors, il y a certains symboles qui redéterminent en fait à quoi ils servent, mais le mieux, c'est de prendre son aide de jeu où il y a le résumé en fait de chacun des djinns du jeu et de ce qu'ils font en fait lors du tour des joueurs. Ce petit symbole avec une main rouge et une main blanche correspond en fait aux joueurs, c'est-à-dire que la main rouge correspond aux autres joueurs alors que la main rose correspond à nous. Là, par exemple, Baal permet au joueur qui a Baal devant lui qu'à chaque fois qu'un joueur va récupérer une tuile, une carte djinn, eh bien il va recevoir deux ors de la banque, en fait, donc le joueur qui possède Baal, pas le joueur qui prend. Et par contre, à chaque fois que le joueur qui possède Baal acquérera un nouveau djinn, il recevra un de la banque. Donc voilà, ce symbole, on le retrouve sur plusieurs cartes comme ceci. En général, vous êtes plus payé quand les autres font une action que quand vous-même vous faites l'action spécifique. Ensuite, certains autres djinns permettent de gagner plus de points de victoire en fin de partie que normalement. Donc là, par exemple, normalement, en fin de partie, tous les sages blancs qui restera aux joueurs rapporteront 2 points à leur propriétaire. Et bien, celui-ci permettra, ce djinn permettra au joueur qui le possède de gagner 4 points par sage blanc qu'il a reçu. Vous voyez donc que les djinns peuvent orienter aussi la stratégie des joueurs. Certains autres djinns ont un pouvoir qui demande à être payé, donc là par exemple pour Bourak, il faudra que le joueur paie soit un sage blanc, soit un esclave, lorsqu'il y a cette barre c'est soit l'un soit l'autre, pour avoir le droit de réaliser l'action spécifique qui, celle-ci, est liée à l'action posée des palais. Et voilà, donc il y a plein de djinns, je ne vais pas vous faire l'explication de tous, les dessins sont très sympas, rapprochez un petit peu pour qu'on les voit. Et donc tous ces djinns en fait permettent de marquer des points, enfin de faire des actions spécifiques en jeu qui sont vraiment sympathiques.
Alors, la partie peut se terminer de deux façons différentes. La première façon, c'est si un joueur parvient à se débarrasser de son dernier chameau, c'est-à-dire qu'il prend un dernier contrôle de tuile, par exemple. Là, pof, en déplaçant juste ce petit personnage jusque-là, il récupère, il fait les actions spécifiques. Il prend le contrôle, c'est le dernier chameau rose qui lui est resté, et donc on va finir quand même le tour en cours, il va éventuellement réaliser ses actions. Le joueur noir va éventuellement peut-être poser un chameau supplémentaire, il va finir son tour. S'il n'y a pas de possibilité, eh bien il va quand même essayer de faire des actions spéciales, peut-être avec les djinns qu'il a récupérés. Certains permettent de faire des actions permettant de gagner des points supplémentaires. Et enfin, la partie prendra fin, on passera à la comptabilisation des points. Mais la partie peut aussi se terminer lorsqu'il n'y a plus aucun mouvement de possible sur le jeu. Donc là, par exemple, eh bien, on ne peut plus rien faire. Si, peut-être encore un bleu ici pour récupérer un bleu là, mais au bout d'un moment, en fait, il peut y avoir même plusieurs personnages à un endroit dont aucun mouvement ne permet de récupérer. Ici, là, il y a encore du jaune, mais imaginons par exemple que ce soit comme ceci. Là, je pense que plus aucun mouvement n'est possible avec les pions restants. Et donc, la partie prendra fin aussi à la fin du tour en cours, même si ça arrive en cours de jeu, ben, on va continuer. Les joueurs peuvent encore peut-être réaliser des actions spéciales grâce à leur djinn, et ensuite on passera à la comptabilisation. Alors, pour le décompte, eh bien c'est assez simple, on prend la feuille de décompte, on marque le prénom de chaque joueur en haut, et puis on va commencer par le décompte des pièces. Tout le monde va comptabiliser l'argent qui lui reste, et ça va donner le nombre de points de victoire qu'on gagne grâce à l'argent. Vous avez vu qu'on gagne de l'argent en cours de jeu grâce aux actions des bâtisseurs, par exemple, qui rapportent beaucoup d'argent, ou grâce aux actions des marchands qui permettent de vendre des marchandises pour en gagner, bien que les cartes marchandises que vous avez en main seront recomptabilisées ensuite. Ensuite, on gagne 1 point par personnage jaune que l'on a, plus 10 points par joueur qui ont moins de personnages jaunes que nous. Donc par exemple, ici, celui-ci termine la partie avec 3 personnages jaunes, c'est un faux exemple, parce qu'en général, on en a plus. Donc avec 3 personnages jaunes, il a donc plus de personnages jaunes que 3 autres joueurs autour de la table, il va donc marquer 30 points, plus 1 point par jaune, c'est-à-dire 33. Imaginons qu'ensuite ces deux joueurs soient à égalité avec un personnage chacun. Tous les deux ont un seul adversaire qui a moins de personnages jaunes qu'eux, ils vont donc tous les deux marquer 11 points. Ensuite, donc, on continue avec les sages blancs. En général, on les utilise pour les capacités spéciales et pour invoquer des djinns, mais il vous en reste peut-être, et chacun vaudra 2 points. Alors attention, il y a précisé en fait que 2 djinns permettent de faire gagner aux joueurs qui les possèdent plus de points pour la possession des vizirs ou des sages qui peuvent rapporter 3 ou 4 points pour ces joueurs en particulier. Ensuite, nous avons les points donnés par les djinns que l'on a récupérés. Effectivement, sur chacun d'eux, je vous rappelle qu'il y a aussi des points de victoire, donc tous ceux qui sont devant nous rapportent des points. Ensuite, nous avons des points pour les chameaux, c'est-à-dire pour le contrôle des tuiles. On va tout simplement regarder tous les chiffres des tuiles que l'on a contrôlées en cours de jeu, et ça va nous donner un total. Ensuite, nous avons 3 points pour les palmiers qui se trouvent sur les endroits que l'on contrôle. Donc là, par exemple, 3 points ici pour le joueur noir, le joueur bleu qui en possède ici 3 points, et là, comme il y a 2 palmiers, eh bien 6 points pour le joueur orange. Il y a évidemment la même chose avec les palais, mais les palais sont mieux payés puisqu'ils vont rapporter 5 points de victoire au joueur qui a une tuile en comprenant. Enfin, on fera le décompte avec les cartes de marchandises que l'on a éventuellement récupérées. Effectivement, on les vend immédiatement au même prix qu'on aurait pu les vendre dans le jeu. Chacune des séries de cartes différentes nous permettra d'augmenter notre pécule, comme ceci, en fait, comme précisé sur les aides de jeu. Alors vous avez le droit de faire plusieurs séries. Si j'ai par exemple 6 cartes différentes, ça me rapporte 30 points, plus une autre série de 3 cartes différentes à 7 points, plus une seule carte toute seule, et bien ça rapporte 1 point.
En revanche, attention, les esclaves, qui sont des cartes spéciales permettant de faire quelques actions supplémentaires dans le jeu, ne sont pas comptabilisés dans ces marchandises et ne servent à rien en fin de partie. Il ne reste alors plus qu'à faire le total complet et de voir qui c'est qui l'emporte. Donc là, par exemple, des scores entre 122 et 146. En général, c'est assez serré. Voilà donc pour Five Tribes, un excellent jeu, alors qui mélange plusieurs mécaniques. Cette histoire de déplacer des pions, ça ressemble un peu au jeu traditionnel de La Wele, qui est d'ailleurs en vidéo règle, vous pouvez vous y référer, donc en se déplaçant comme ceci, et puis plein de manières différentes de gagner des points de victoire, mais vous ne pouvez pas toutes les réaliser en général, il va falloir peut-être vous concentrer dans un ou deux domaines qui n'ont pas été choisis par les autres joueurs. Grâce aux pions, à l'argent en fait que vous gardez face cachée pendant le jeu, eh bien il peut y avoir des surprises à ce niveau-là, et grâce aussi aux cartes de marchandises, il peut aussi y avoir d'autres surprises, mais on peut aussi se concentrer sur les jeans ou sur la prise de position de tuiles intéressantes, principalement celles qui comportent des palais ou les oasis qui présentent des palmiers. Enfin voilà, il y a plein de manières différentes de jouer, et comme à chaque partie on refabrique un plateau de jeu différent, eh bien ça n'est jamais pareil, et donc c'est très intéressant. Voilà, merci de m'avoir suivi, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo règle. Au revoir.